Cathy Racon-Bouzon, bonjour, bienvenue dans Carnet de campagne. Vous vous présentez dans la 5e circonscription de Marseille sous l'étiquette La République en marche. Alors, à la vie civile, vous êtes directrice d'une marque de jeans et de la communication donc de cette marque. Alors, vous êtes dans cette 5e circonscription. Alors déjà, on va le dire un petit peu pour dresser le tableau. Vous retrouvez entre autres, parce qu'on ne va pas tous les citer, face à Hendrik Davy de la France Insoumise, le LRUDI, c'est Yves Morenne. Ensuite, niveau du Front National, c'est Jean-François Luc. Donc, il faut savoir que à l'occasion des élections présidentielles dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête avec plus de 25% des voix. Alors, avant de parler vraiment de cette circonscription, parce qu'elle est compliquée, il y a 23 candidats, on va revenir sur beaucoup de points. C'est votre première campagne politique. Comment vous la vivez ? Donc effectivement, c'est mon premier engagement politique, ma première campagne, puisque je n'ai jamais eu de mandat électoral. Je le vis bien, je le vis comme une expérience extrêmement enrichissante humainement, extrêmement excitante, exigeante aussi, parce que j'ai appris mon investiture il y a peu de temps, comme tous ces candidats de la société civile qui ont été investis par le président de la République après l'élection présidentielle. Donc il a fallu se mettre à l'œuvre rapidement, et effectivement, j'ai l'habitude par mes expériences professionnelles de m'adapter relativement rapidement, donc ça ne m'a pas trop posé de difficultés, mais c'est une expérience qui est un beau challenge. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait d'entrer en politique et notamment dans La République en marche ? Alors, c'est une concordance de plusieurs éléments. En fait, j'ai 40 ans, j'ai donné naissance cette année à mon 3e enfant, donc je suis une mère de famille qui a toujours mené de front sa carrière professionnelle et sa vie de famille, une carrière professionnelle que j'ai exclusivement menée à Marseille et dans des entreprises privées. Et je suis issue d'une famille d'enseignants. Mes parents étaient professeurs tous les deux. Ma sœur est professeure des écoles aujourd'hui. Le reste de ma famille, pour faire en résumé, est plutôt dans le milieu médical. Donc je suis entourée de gens dont le métier la mission est au service de l'intérêt général. Mhm. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur, moi, à un moment de ma vie, de répéter, de prolonger et de m'investir à mon tour. Ceci s'est passé à un moment où effectivement il y a eu la rencontre avec le projet d'Emmanuel Macron, un homme que j'ai trouvé particulièrement inspirant, porteur d'espoir, et un projet que j'ai trouvé aussi ambitieux, efficace. J'ai aimé sa manière de revendiquer ce besoin de pragmatisme et d'efficacité dans notre société. J'ai aimé sa manière de penser le projet, à la fois pour libérer les énergies, mais aussi pour protéger les plus faibles. Je le résume souvent comme ça en disant c'est un projet qui défend la liberté, qui prône la liberté, mais au service de l'égalité des chances. Et ces deux piliers-là ont résonné par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je connais moi du monde de l'entreprise, du monde du terrain, de la vie de mes enfants à l'école. Et je me suis dit qu'effectivement, réconcilier des valeurs d'égalité tout en libérant les initiatives, me semblait être un bon moyen d'apporter une solution à la société. Donc, mon parcours de vie, cette rencontre avec un projet a fait que cette année... Et ça produit première campagne dans la 5e circonscription. Voilà. Alors justement, cette 5e circonscription, elle est très compliquée. 23 candidats, la députée sortante Margaret Carlucci qui se retire. Enfin, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ? Je constate en fait que la circonscription, effectivement... Ça a l'air d'être étendue. Elle est assez étendue, elle regroupe le 4e arrondissement, un gros morceau du 5e, un gros morceau du 6e. Donc en fait c'est une circonscription assez mixte où il y a beaucoup de gens d'horizons différents, de par leurs origines, mais aussi par leur niveau de vie, par les expériences de leur quotidien, des différents univers. Il y a beaucoup d'enfants, parce qu'il y a beaucoup de familles, avec beaucoup d'écoles, il y a aussi beaucoup de personnes âgées. Donc c'est effectivement on va dire une circonscription qui incarne, ou qui devrait incarner, si on la travaille bien, le vivre ensemble. C'est ce qui m'intéresse. Et quelles sont vos priorités ? Vous avez, j'imagine, des priorités que vous porterez, bien évidemment, si vous êtes élu député au national. Quelles sont-elles ?
J'ai identifié 5 priorités. Pour les énumérer, avant de revenir plus particulièrement sur certaines, il y a l'éducation en numéro 1, parce que Oui, comme j'ai vu que c'est très important l'a dit pour vous. Emmanuel Macron, c'est un préalable à tout, comme l'environnement, mais l'éducation, sans éducation, il ne se passera rien de bon pour l'avenir de notre société. Il y a la libération des énergies et du travail. On est dans une circonscription où il y a beaucoup de professions libérales, beaucoup de commerçants. Je sens chez eux un besoin d'avoir les mains libres et de pouvoir embaucher des gens avec donc bénéfice d'un allègement de charges. On a besoin qu'on change leur système de protection et de leur système administratif qui est le RSI, qui est un système qui fonctionne mal et qui les pénalise aujourd'hui. Donc ça fait partie du projet Emmanuel Macron. C'est une circonscription où on a besoin de réduire les incivilités du quotidien et d'améliorer la sécurité. Il y a une vraie problématique autour de ça aussi. Il y a une problématique autour de l'environnement qui est liée au transport, à la pollution atmosphérique, mais aussi à ce qui se passe dans les cantines de nos enfants. Et il y a une envie très forte que je ressens vraiment au quotidien à la rencontre des gens, c'est ce besoin de renouvellement du monde politique. Voilà, alors c'est pas que dans ma circonscription, hein, je pense que c'est étendu partout en France, mais c'est assez révélateur et assez fort à Marseille. Il y a un vrai besoin de renouveler le paysage politique pour avoir de nouvelles pratiques. Voilà. Alors, si on se réfère donc à vos piliers finalement, Oui. aux piliers que vous proposez, vous dites au niveau de l'économie, vous êtes pour le développement des startups, on dit, d'accord, et aussi de l'entrepreneuriat social. Ouais. Expliquez-nous ce qu'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social est un entrepreneuriat qui s'appuie à ce jour sur des bénévoles, principalement. L'entrepreneuriat social est au service de l'intérêt général. C'est une organisation qui met en œuvre une entreprise, un dispositif dont le but ultime de la mission, on va dire, de l'entreprise est de servir l'intérêt général. Aujourd'hui, ça s'appuie principalement sur des bénévoles. C'est un secteur qui a créé énormément d'emplois cette année, plus que le secteur privé. Et donc, effectivement, c'est un secteur qui mérite d'être consolidé, d'être structuré, d'être mis en lumière. Et c'est notamment ce qu'on propose, de créer un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour la French Tech, de regrouper et de mettre en lumière l'entrepreneuriat social et solidaire. Et qui nécessite différentes mesures pour pouvoir développer leur modèle. Alors au niveau de l'éducation, vous allez reprendre j'imagine, les propositions, c'est ça que vous proposez, oui, tout à fait. Emmanuel Macron, c'est-à-dire 12 élèves par classe, les devoirs faits à l'école, voilà, tout donc ça. Il y a les mesures d'Emmanuel Macron, il y a effectivement cette mesure très forte et très importante qui est la réduction du nombre d'élèves par classe, donc de réduire à 12 dans les zones REP ou les zones REP+, donc c'est les zones prioritaires. Il y a d'autres mesures que je trouve aussi particulièrement intéressantes pour des écoles de centre-ville qui ne sont pas en zone prioritaire. Ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'aujourd'hui, chaque enfant n'a pas les mêmes chances quand il arrive à l'école. Il n'a pas la même trajectoire garantie au cours de sa scolarité. Et on a besoin de lui apporter une réponse individualisée par rapport à ses besoins. Et donc, effectivement, le fait de proposer des études dirigées, un accompagnement d'aide aux devoirs au sein de l'école, pour répondre au plus près aux besoins de chaque enfant, me paraît une nécessité aujourd'hui. Et comme je vous le disais, on est dans une circonscription où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes moins jeunes, et je compte lancer une énorme mobilisation intergénérationnelle. Je souhaite que les écoles s'ouvrent à la société civile, que les étudiants puissent venir aider et que nos aînés, les personnes âgées, puissent venir aider. Je pense qu'il n'y a rien de plus efficace pour passer le flambeau, pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre le respect, pour apprendre l'histoire à nos enfants, d'avoir ce lien entre les petits et les plus âgés. Alors imaginons que vous êtes élu député, alors vous allez bien évidemment porter au national, vous allez peut-être parfois, j'ai posé cette question à d'autres personnes de votre parti qui se sont présentées ici. Il va être possible que vous rencontrez des problématiques au niveau local qui sont complètement différentes de ce qui est proposé au niveau national. Comment vous allez réagir? Comment vous allez essayer de tout concilier? Globalement, quand même, il faut rappeler qu'être élu député, c'est pour répondre à des problématiques nationales. On est attaché à une circonscription, mais on est député de tous les citoyens français. On parle de Marseille. Donc, la réponse sera une réponse générale. Après, il y aura des problématiques locales que je connais bien parce que je vis dans cette circonscription depuis toujours.
Je n'ai pas la connaissance des dossiers, mais j'ai la connaissance des sujets. Justement, ce qui se passe, ce ne sont pas des dossiers, mais ce sont des sujets que je connais et que je traiterai en coordination avec avec les municipalités locales, effectivement. Alors, si on revient à votre programme au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, au niveau d'autres domaines que vous avez cités, est-ce que vous comptez enrichir, aider et travailler avec le tissu associatif? Oui. Je pense que le tissu associatif, ça rejoint ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça fait partie des organismes, on va dire, qui dynamisent l'économie et au service de l'intérêt général, bien souvent. Donc, c'est effectivement des gens avec lesquels on va devoir travailler, et notamment en ce qui concerne la culture. C'est un point aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans le programme autour de l'éducation, il y a un énorme volet qui devra être dédié à la culture. Parce que pour lutter, pour faire des citoyens éclairés demain, nous avons besoin de les éduquer, et aussi à travers... oui, mais la culture, ça coûte cher. La culture, ça coûte cher. C'est pas toutes les bourses, c'est ça le problème. C'est pas toutes les bourses, c'est pour ça qu'elle doit entrer dans l'école. Et donc, je pense qu'on va s'appuyer sur le tissu associatif culturel, qui est particulièrement intéressant dans nos quartiers, pour faire rentrer la culture à l'école. Alors, au niveau international, on va revenir bien évidemment sur je voulais avoir votre sentiment sur le dernier attentat qu'il y a eu à Londres, et évoquer en parallèle le problème de la radicalisation. Écoutez, c'est effectivement une fois de plus un rappel à l'ordre et à la réalité de l'Europe, en fait, avec cet événement douloureux qui est intervenu samedi dernier, qui montre une fois de plus que nous sommes en situation de guerre, en situation de menace, et que nous devons réagir fermement et sans aucune concession face au terrorisme. Il faut avoir effectivement une réponse implacable, et ça fait partie effectivement des intentions d'Emmanuel Macron pour son prochain quinquennat, d'avoir une réponse ferme et intraitable. Donc ça va passer par plus de sécurité, évidemment. Il y a au programme le recrutement de plusieurs policiers, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, renforcer les renseignements, une remise en place de la police de sécurité quotidienne qui est... c'est ce que j'allais vous demander, puisqu'on sait très bien que la police de proximité... Elle a servi beaucoup. Elle a servi beaucoup parce que c'était vraiment des éducateurs de rue, et elle a été arrêtée à une époque où elle a été remplacée par les grands frères. Voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir, parce que le fait d'avoir remplacé ça par les grands frères, ça n'a pas arrangé la situation, parce que les grands frères, c'est absolument pas pareil, tandis que cette police de proximité, tout le monde le sait, c'était des éducateurs de rue. Et c'est vrai que quand on interroge des spécialistes, des psychologues qui se sont spécialisés maintenant dans la la psychologie bien djihadiste, ils vous disent que depuis qu'il n'y a plus ces éducateurs de rue, ça crée vraiment un défaut. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que finalement, on essaye de trouver des solutions maintenant, mais c'est depuis 20 ans que ça se profile, qu'on a laissé passer des choses? Je veux pas... On parle en général, c'est pas dans le sens d'attaquer un parti ou un autre parti. Non, bien sûr. Il y a des politiques de la ville qui ont amené à un urbanisme, à des constructions de quartiers qui se sont ghettoisés. Il y a un déficit probablement dans l'éducation qu'ont reçu ces enfants, que l'école n'a pas réussi à compenser le déficit d'éducation qu'il y avait à la maison, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il est absolument nécessaire de remettre dans les apprentissages fondamentaux savoir lire, savoir écrire, compter et respecter autrui, et enseigner l'histoire. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de lutter contre l'obscurantisme. Alors, dernière question qui intéresse, parce que le temps passe vite, la communauté, notamment la montée de l'antisémitisme qui conduit malheureusement à des morts, et encore récemment, avec l'affaire de Madame Sarah Halimi. Alors, que peut-on faire? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. On le voit, c'est-à-dire qu'on voit l'antisémitisme monter. On voit par exemple, si on prend l'affaire, ne serait-ce que de cette dame Sarah Halimi, qui est morte début avril, où l'affaire, pendant les élections présidentielles, n'est absolument pas sortie, médiatiquement parlant. Elle est sortie après. Donc la communauté juive était bien au courant, a alerté, etc. Donc il a fallu d'intellectuels. Voilà, il y a 17 intellectuels récemment, donc voilà, qui se sont intervenus pour que toute la lumière
soit faite sur cette sombre histoire. Alors, on voit que ça ne cesse, que c'est récurrent, c'est bien récurrent en France maintenant, tous les 2 ans, on va prendre un juif et on va le tuer, un ou plusieurs, dans une école, dans un supermarché, etc., etc. On voit aussi que les réseaux sociaux attisent tout et amplifient tout. Alors, est-ce qu'il va y avoir une législation? Est-ce qu'il y a des choses... Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il va y avoir une augmentation effectivement de la cybersécurité et de la cyberdéfense, et qu'effectivement tout propos qui sera remarqué sur les réseaux sociaux, identifié, doit être puni de manière radicale et immédiate. On le voit avec l'histoire des attentats de Londres. Apparemment, un des 3 auteurs présumés de ce massacre avait tenu des propos à la télévision très violents et il faisait l'apologie du terrorisme. Donc voilà, quand des personnes comme celle-là sont identifiées avec des propos identifiés, il faut agir tout de suite. Et je pense que dans le cas de l'antisémitisme, c'est pareil. On ne peut pas du tout laisser une parole qui attise la haine libre. Voilà, c'est pas une parole libre. Ensuite, je vais revenir sur mon histoire personnelle par rapport à ça. J'ai été confrontée très jeune pas à l'antisémitisme, parce que je ne suis pas de confession juive, mais à l'éducation, on va dire, autour de ça. C'est-à-dire que j'ai eu 2 professeurs dont je me souviens très particulièrement, Suzette Azan et Daniel Bernardi, qui m'avaient fait participer quand j'avais 15 ans au prix Charles et Annie Corin pour l'enseignement de la Shoah. Et nous avions passé un an avec mes camarades de classe à rencontrer des anciens déportés de Marseille, notamment Madame Abel, qui nous avait tous émus aux larmes à chaque rencontre qu'on avait avec elle. Nous avions gagné le prix. Nous étions montés à Paris recevoir notre prix et j'avais eu l'occasion de faire le discours de remerciement, et Simone Veil, qui était présente, m'avait serré dans ses bras à la fin de tout ça. Ce sont des moments de ma vie qui m'ont particulièrement sensibilisée à ce sujet, qui m'ont montré que, effectivement, je revenais sur ce point de l'éducation, que pour lutter contre la haine et l'aveuglement, il faut partager, se faire connaître, et voilà. Ne jamais oublier ces moments d'histoire en les transmettant aux générations futures. Surtout que malheureusement les derniers témoins sont en train de mourir. Et ça m'a rendue totalement intolérante à toute forme de racisme. C'est quelque chose qui est devenu chez moi épidermique et qui est une forme de radar en fait. Et j'ai cette phrase qui m'accompagne, qui est notée dans mon téléphone, qui est une phrase d'un philosophe, Frantz Fanon, qui disait quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Exactement. Alors avant de se quitter, si vous aviez une devise, ce serait laquelle? Je dirais, pour savoir où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.